Retour sur le plateau dans Direct de Mediapart. Bienvenue si vous nous rejoignez maintenant. Cette émission est diffusée en accès libre sur notre site, sur Facebook, sur Dailymotion. Et vous pouvez profiter jusqu'à minuit d'une offre d'abonnement exceptionnelle, 20 € 6 mois. Alors, on va commencer cette heure de retour sur nos enquêtes sur un point particulier qui agite beaucoup un certain milieu depuis quelques jours, qui agite beaucoup Twitter et qui surtout met gravement en cause Mediapart, toute sa rédaction, Mediapart, son directeur Edoui Plenel. Il s'agit de l'affaire Tariq Ramadan et des procès d'intention qui nous ont fait, celui d'une complicité intellectuelle avec le prédicateur musulman, et puis, pire que ça, celui d'avoir éventuellement tué, dissimulé ou ne pas s'être intéressé aux actes de Tariq Ramadan, aux actes qui lui valent aujourd'hui d'être visé par 2 plaintes pour harcèlement et viol. Et on voit depuis quelques jours de nombreux témoignages être publiés sur les violences sexuelles et les harcèlements commis par Tariq Ramadan. Alors, les mises au point ont déjà été faites. Elles ont été faites par un article que nous avons publié il y a quelques jours et qu'on a titré d'une manière volontairement polémique « Affaire Ramadan, la croisade des imbéciles », tant ce procès nous semble diffamatoire et ignominieux. Mais on veut revenir là-dessus, parce que d'abord, beaucoup de lecteurs nous l'ont demandé, et parce que nous avons été l'un des rares journaux à publier en avril 2016 une très grande enquête sur Tariq Ramadan, sur, je dirais, la machinerie intellectuelle, l'influence, le poids politique et intellectuel qu'il avait auprès d'une partie de la communauté musulmane. Alors, cette enquête, nous l'avons publiée en avril 2016. Vous pouvez la retrouver très facilement sur Mediapart. Et elle a été réalisée par Mathieu Magnodex. Mathieu Magnodex est aujourd'hui notre correspondant à New York. Nous vous l'avions dit le mois dernier. Et donc, on a organisé une liaison Skype avec lui pour simplement vous expliquer comment on a travaillé, comment lui a travaillé sur Tariq Ramadan. Et donc, il va nous expliquer cela depuis New York, si on arrive à le joindre. C'est une liaison Skype. On va voir si ça fonctionne. Mathieu, est-ce que tu nous entends ? Oui, bonjour. Bonjour Mathieu, tu es donc depuis le bureau de Mediapart à Brooklyn. Alors, on revient sur cette enquête que tu avais voulu faire, hein, à l'époque, évidemment, on parlait beaucoup au sein de la rédaction de Tariq Ramadan, de son influence, des nombreuses critiques qui étaient faites à ce personnage, et tu t'es lancé dans cette enquête. Avant de te poser des questions plus précises, dis-nous, grosso modo, comment tu as engagé ça, combien de temps, etc. Bon, moi je suis très content de pouvoir faire ce point parce que on est dans une situation où la folie depuis des années autour qui accompagne tout le temps le personnage de Tariq Ramadan, une folie qui est beaucoup plus polémique que factuelle, est à nouveau là, s'est réinvité dans cette discussion et finalement pollue l'ensemble de la discussion. Donc on parle en effet d'une enquête de 5 articles qui a été publiée il y a 1 an et demi. À un moment, on l'oublie, où Tariq Ramadan, et c'est d'ailleurs pour la même raison que Le Monde, juste au même moment, a publié aussi une enquête un peu moins longue, mais elle aussi assez fouillée, puisque Tariq Ramadan, à l'époque, c'était en plein débat sur la déchéance de nationalité. Rappelez-vous, ça semble il y a très longtemps maintenant, mais c'était un débat qui a bien sûr déchiré la France. Et Tariq Ramadan, à ce moment-là, qui était en perte de vitesse, hein, il faut bien le dire, intellectuelle et d'influence depuis quelques années en France, eh bien, il a profité de ce débat pour se réinviter en disant « Tiens, je vais peut-être demander la nationalité française ». Et finalement, à Mediapart comme au Monde, d'ailleurs, on a eu la même idée, finalement, sans se concerter, qui était de dire « On va faire, du coup, un papier un peu pour
comprendre ce personnage, c'est-à-dire comprendre intellectuellement qui est Tariq Ramadan, qu'est-ce qu'il veut exactement quand il demande en l'occurrence la nationalité française. Et moi je me suis dit, j'ai envie de comprendre qui est ce personnage, qui est depuis des années accompagné par une sorte de traînée comme ça de poudre et beaucoup de polémiques sur qui est-il. On dit qu'il a un double discours, mais est-ce que c'est vrai ou pas? Est-il un fondamentaliste? Est-il quelqu'un qui vient de façon rampante comme ça peut, c'est comme on pouvait le lire sur lui, islamiser l'Europe et convertir l'ensemble des musulmans français et de la société française aux thèses des frères musulmans? C'est ça que j'ai voulu enquêter. Et donc, c'est une enquête qui a duré 3 semaines, qui est une enquête intellectuelle. Au départ, l'idée, c'est de se demander qui est Tariq Ramadan intellectuellement. Est-il un conservateur, un ultra-conservateur? Est-il dangereux? Qui est-il vraiment? Et donc, l'idée, c'est de dérouler cette trajectoire personnelle. Alors, 2-3 précisions avant qu'on en arrive à la question violence sexuelle. Ces 3 semaines d'enquête à temps plein, c'est une trentaine, 30-35 personnes interrogées. Comme toujours, dans ce cas d'enquête, il y a des gens qui veulent bien en parler de façon on, c'est-à-dire avec le micro ouvert, des gens qui parlent avec le micro ouvert et qui ensuite coupent le micro pour vous dire d'autres informations, et puis des gens qui en parlent complètement off. Moi, ce que j'avais off, donc comme on dit off the record, c'est-à-dire sans être cité, mais qui peuvent donner des informations intéressantes. Moi, d'abord, une première chose, j'avais été, c'est pas lié à la question des violences sexuelles, j'avais été frappé par le nombre de gens qui, depuis des années, avaient envie de parler de façon intéressante et intelligente de l'influence de Tariq Ramadan au sein d'une partie de la communauté musulmane. Pourquoi était-il important? Pourquoi qu'est-ce qu'il portait? Quelles étaient ses ambiguïtés? Mais il y avait plein de gens qui étaient très intéressés pour en parler. Et ce que j'avais constaté, c'était que d'abord, il y avait beaucoup finalement de débats très polémiques autour de lui qui avaient empêché que cette discussion ait lieu depuis des années. Donc j'étais content d'une certaine façon de faire cette enquête-là. Alors, le résultat, c'est que ça donne une enquête. Aujourd'hui, quand j'entends parler de complaisance, voire de complicité dans le cas des violences sexuelles, c'est quand même assez étonnant. Je vous laisse me dire si le titre des enquêtes, franchement, j'encourage les gens à lire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une méta-conversation depuis quelques jours sur des enquêtes que pas grand monde n'a lu d'une certaine façon. En tout cas, beaucoup de gens qui en parlent n'ont pas lu. Donc, franchement, j'encourage à lire. Les titres s'appellent Tariq Ramadan, enquête sur un épouvantail, pour décrire finalement l'aspect très fantasmatique, parfois de discussion autour de Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, l'homme aux 1000 discours. Tariq Ramadan, un Zemmour à l'envers, ce qui est extrêmement complaisant. Tariq Ramadan, gourou devenu has-been pour les djihadistes. Et Tariq Ramadan, vitrine consentante du Qatar. Pardon d'avoir regardé mes notes, mais je ne connais pas les titres par cœur. Alors juste, voilà. pardon oui. Mathieu, je t'interromps juste très rapidement pour signaler qu'à la suite de la parution de ces enquêtes, Tariq Ramadan s'est répandu sur Internet par des vidéos qui équivalaient à des droits de réponse, où donc il critiquait sans faire de droit de réponse formel, par ailleurs. Sans faire de droit de réponse formel, ce qui aurait été plus compliqué pour lui à faire, et donc pour critiquer cette enquête. Pour venir dans les accusations nauséabondes qui nous sont aujourd'hui faites, tu dis, dans les 35 personnes que tu rencontres, et tu dis, c'est une enquête intellectuelle, donc là, il y a le questionnement classique sur ce qui est le sujet de ton enquête. Dans les conversations off, dans les à côté de l'objet de tes rendez-vous et de ton axe de questionnement, est-ce que tu entends des choses? Est-ce qu'on te dit, comme ça nous arrive parfois aux uns et aux autres, enquêtant sur des personnages, est-ce que tu as des alertes qui te sont faites sur ce qu'est alors la vie privée de Tariq Ramadan? Alors, 2 choses différentes. Sur la question des violences sexuelles, des agressions, voire même de simple, si je puis dire, harcèlement, c'est-à-dire en tout cas pas dans le cas de violences sexuelles comme des agressions ou du viol, moi je n'entends rien. Et je me rappelle de longues conversations avec Yann Hamel, qui est le biographe de Tariq Ramadan, qui est assez peu connu. On connaît beaucoup d'autres auteurs sur Tariq Ramadan qui font souvent la polémique et l'entretiennent, mais Yann Hamel, quelqu'un qui a fait une très bonne biographie il y a quelques années de Tariq Ramadan, qui est très peu connu en France. Et Tariq Ramadan, il a été décortiqué par Yann
Yann Hamel il y a quelques années. Et Yann Hamel, avec qui nous avons de longues discussions, avec qui nous échangeons même après la publication de l'enquête, où il me dit, oh là là, c'est fou, puisque à l'époque, évidemment, plein de fans de Tariq Ramadan m'écrivent en disant que je dois répondre aux 51 questions que me pose Tariq Ramadan dans la fameuse vidéo pour répondre à l'enquête. Yann Hamel, qui avait été en contact avec des femmes il y a quelques années qui lui avaient fait part de violences sexuelles très importantes, ne m'en a pas parlé. Je ne lui reproche pas. Je pense que nous établissions un contact pour la première fois. Peut-être qu'il voulait déjà voir quelle était la nature de l'enquête que j'allais produire pour éventuellement après poursuivre une discussion, ce qui n'a pas été fait. Mais en tout cas, voilà. Donc là, des gens en tout cas qui étaient aujourd'hui, j'interviewe par exemple Bernard Godard, qui travaillait à l'époque au ministère de l'Intérieur, qui dit, lui, qu'il savait, qu'il avait entendu parler de choses, parfois d'un Tariq Ramadan qui pouvait être un peu violent, je crois que c'est les mots qu'il utilise. Ouais. Moi, Bernard Godard m'en a pas parlé. Donc, sur le cas des violences sexuelles, moi, je n'ai jamais entendu parler. Et là, je voudrais être très clair. À l'époque, ma voisine de bureau qui est sur ce plateau, qui s'appelle Lénaïque Bredou, qui est une amie par ailleurs, on était ensemble, on était à côté, puisqu'on était installés à côté. Lénaïque travaillait déjà sur l'affaire Baupin qui allait sortir quelques semaines plus tard. On parlait de violences sexuelles toute la journée. Franchement, si j'avais entendu parler quoi que ce soit, je crois que j'aurais plongé là-dedans parce que je n'en ai pas entendu parler. Ensuite, il y a eu une personne qui m'a parlé, mais qui était un ancien compagnon de route de Tariq Ramadan, par ailleurs pas très fiable, c'est-à-dire quelqu'un de pas très fiable, mais qui m'a vaguement dit, Tariq Ramadan, moi en plus, c'est pas un bon musulman, il est dans la fornication et l'alcool. Voilà. Est-ce que c'était juste ces quelques mots-là. Ces quelques mots-là ne m'ont pas semblé connoter des choses se rapportant à des violences sexuelles. Alors, et je n'avais pas d'autres témoignages allant dans ce sens et qui, du coup, pourraient, par exemple, auraient pu donner lieu à ce moment-là à un autre volet de l'enquête qui serait, en fait, en gros, il fait pas ce qu'il dit. Mais alors, je n'étais pas en situation de publier ça, simplement. Mathieu, tu as vu que nos diffamateurs semblent avoir trouvé la brèche sur une déclaration que tu as faite et qui dit ce que tu viens de nous dire sur il avait une vie privée bien remplie, et donc le procès qui nous est fait à travers toi, de dire ah mais ils ne sont pas allés chercher de ce côté. Il y a un article assez finement pervers de notre ami Daniel Schneiderman qui rappelle on cherche ce qu'on veut trouver, et qui donc nous accuse implicitement de n'être pas allé de ce côté-là et de ne pas avoir voulu chercher de ce côté. Non, mais dans le temps de l'enquête et dans ce que j'ai fait, franchement, il n'y a pas de contacts qui se sont rajoutés à ce que disait cette personne extrêmement vaguement sur le fait que Tariq Ramadan était vraiment sans parler de violence sexuelle ou de harcèlement, était dans cette attitude-là par rapport aux femmes, qu'il prenait des choses extrêmement contraires à sa vie privée, à ce qu'il professait en public. Franchement, je n'avais pas d'éléments pour poursuivre cette piste-là. Voilà. Donc, c'est probablement très facile aujourd'hui de considérer que évidemment, c'était évident. Non, ce n'était pas évident. Beaucoup de gens, à l'époque, pendant cette enquête, parlaient de Tariq Ramadan en se cachant, parce que parler de Tariq Ramadan, et je ne parle pas du Tariq Ramadan agresseur sexuel ou violeur tel qu'il est aujourd'hui, qu'il apparaît aujourd'hui, même s'il est présumé innocent tant qu'il n'y a pas de jugement. Enfin, il y a quand même un certain nombre de faits très clairs et d'affirmations très claires. Mais la réalité, c'est que beaucoup de gens pendant cette enquête m'ont parlé off the record, ne voulaient pas apparaître, et que peut-être qu'il y avait des éléments dont ils avaient connaissance, mais qui ne m'ont pas signalé. Donc là, je voudrais vraiment être très clair. Il n'y a ni compromission, il n'y a ni complaisance, et il n'y a pas d'oubli, et il n'y a pas d'oubli volontaire. Merci Mathieu. On te retrouve tout à l'heure pour parler cette fois de ce qui se passe dans le cinéma américain. Juste une petite parenthèse pour en terminer avec ce débat assez désagréable. Le paradoxe ou l'ironie, prenons-le comme ironie, c'est plus sympathique de le prendre comme ça, c'est que ces critiques qui nous sont faites à nous aujourd'hui, et Mathieu vient de s'en expliquer, ou ces questions, plutôt questions critiques, qui nous sont faites à nous, ne le sont pas à des gens qui disent le savoir ou avoir été alertés depuis plusieurs années. On pense à Caroline Fourest,
qui, par exemple, explique depuis 2009 être en possession de témoignages de violence. Et malgré tout, ça n'a pas débouché. Alors, des enquêtes ne débouchent pas toujours. Et ça, il faut l'admettre et ne pas faire de procès d'intention également. Mais quand d'autres journalistes disposaient de ces alertes et n'ont pas pu déboucher sur des enquêtes, qu'elles aient été menées ou non, on vient de vous expliquer comment Mathieu Magnodex a travaillé là-dessus et ne disposait pas même du début d'une alerte. Ça nous permet de faire la transition avec toi, Léna Higues, puisque c'est toi qui sors ce qui va devenir l'affaire Baupin. Et là, on avait tous convenu collectivement, et c'est surtout toi la première qui avait fixé un peu la règle du jeu, sur comment on travaille sur ces affaires. Comment on travaille sur des affaires qui vont évidemment toucher l'intimité des personnes et qui donc ont une puissance d'impact toute particulière, peuvent, on le sait, peuvent aussi détruire des gens, peuvent détruire des vies. Et si tu veux bien nous rappeler quelles étaient un peu les règles de base que tu t'étais fixées, que nous nous sommes fixées par la suite. En fait, effectivement, c'est ce qu'on voit dans ce que dit Mathieu sur Tariq Ramadan, c'est que si on enlève la folie du débat public complètement hystérique en France, sur le personnage lui-même, on voit bien, au fond, la difficulté de ces enquêtes. Puisque, y compris ce que Mathieu dit de lui ne disposant pas d'alerte, mais d'autres journalistes disant qu'ils avaient des témoignages depuis très longtemps, qui n'ont pas pu en faire état parce que les femmes n'ont pas voulu parler, parce qu'ils n'ont pas suffisamment réussi à recouper, parce qu'il n'y avait pas de plainte, etc., etc. Ça montre bien la difficulté et la longueur de ces enquêtes. C'est des enquêtes qui durent très longtemps, sur lesquelles il y a tout un travail pour recouper la parole, pour corroborer la parole. C'est-à-dire que la parole n'est pas disqualifiée par principe, bien au contraire, évidemment. Il n'y a pas forcément besoin de plainte, on n'est pas des policiers, on n'est pas des juges, donc à partir de ce moment-là, on n'est pas forcément dans un processus judiciaire, on est dans une enquête journalistique. Une enquête journalistique, c'est la multiplication de témoignages qu'on corrobore, qu'on recoupe, et qu'on confronte évidemment à la personne qui est visée. Parce que c'est des enquêtes difficiles, c'est des enquêtes difficiles pour la personne visée, évidemment, mais aussi pour les femmes qui témoignent. C'est extrêmement violent de s'exposer publiquement, parce que ça expose sa propre vie, ça expose sa famille, et ça expose quelque chose de souvent très difficile à vivre. Donc dans tous les cas de figure, des enquêtes difficiles. Et c'est pour ça qu'on voit encore aujourd'hui, y compris des femmes, hésiter à porter plainte, hésiter à le dire, hésiter à témoigner, sur toute une série de dossiers et d'enquêtes qui sont en cours, pas publiées, ou même, voilà, par exemple, sur ce que disent les femmes dans le cas de Tariq Ramadan, mais aussi de plein d'autres gens, que voilà, elles ont hésité pendant très longtemps, et quand on voit les réactions parfois extrêmement violentes, on comprend pourquoi. D'accord. Le principe, c'est pas une parole contre une autre, parce que sinon, l'enquête, on ne peut pas en rester là, c'est impossible. C'est pas une enquête, une parole contre l'autre. C'est pas une enquête. Il faut pour ça, il faut corroborer en général. Par exemple, quand on dit les femmes parlent enfin, en général, elles ont toujours déjà parlé. Elles ont toujours parlé à quelqu'un. Il n'y a pas forcément d'éléments matériels, mais elles ont toujours, en fait, quand on les interroge, elles disent « j'en ai parlé à un ami, à une amie, j'en ai parlé à quelqu'un de ma famille, j'en ai parlé à je ne sais qui ». À mon employeur parfois, etc., etc. Donc elles en ont toujours parlé à quelqu'un. Donc déjà, retrouver ces gens, enfin tout simplement, c'est vraiment basique ce que je dis, mais voilà, c'est comme ça aussi qu'on corrobore un témoignage. C'est aussi comme ça, et évidemment un environnement, c'est-à-dire un témoignage, ça s'inscrit dans un environnement. C'est-à-dire quelqu'un, quand on dit machin, c'est un harceleur, très souvent les alertes, c'est rarement une personne qui dit moi j'ai été, en tout cas, moi, dans mon expérience, c'est souvent ça. C'est machin, c'est un harceleur, ou machin, c'est un gros lourd. Ou voilà, bon. Donc ça veut dire qu'il y a un environnement. Donc interroger tout l'environnement. Voilà, est-ce que vous avez vu ça? Qu'est-ce que vous avez vu? De quoi il s'agit? De définir aussi de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'harcèlement sexuel? Est-ce qu'on parle d'agression sexuelle? Est-ce qu'on parle de viol? Enfin, tout ça sont des choses quand même très différentes les unes des autres. Est-ce qu'on parle de sexisme? Voilà. Donc du coup, d'essayer de préciser et voilà, de ne pas tout confondre. C'est ce que tu as fait donc, pour l'affaire Baupin, où au-delà des témoignages, d'abord il a fallu convaincre ces femmes de parler, il a fallu additionner des témoignages, et puis il a fallu faire donc cette enquête, et c'est là que tu as corroboré beaucoup de témoignages, c'est ça, par des entretiens avec des collaborateurs ou des collaboratrices parlementaires. Je me souviens qu'il y avait quelqu'un à la mairie de Paris qui a également témoigné. C'est comme ça que se construit progressivement
la solidité du témoignage, c'est ça? L'affaire Baupin, on a un premier témoignage quasiment 1 an avant la publication de l'enquête, qu'on n'a pas publié parce qu'on n'a pas réussi justement à aller au-delà. C'est un bon exemple des difficultés. 6 mois plus tard, par toute une série de hasards, arrive un second, puis un deuxième, puis un troisième témoignage, et à partir de ce moment-là, voilà, on trouve d'autres gens, avec à l'époque Cyril Graziani à France Inter, puisqu'on fait l'enquête de concert avec France Inter. Et au total, sur les 2 mois qu'on a consacrés quasiment à plein temps avant la publication du premier volet consacré à Denis Baupin, on a interrogé, j'ai regardé mes notes récemment, une 50aine de personnes au total. C'est-à-dire dans le parti Europe Écologie Les Verts en l'occurrence, à la mairie de Paris, à l'Assemblée nationale, etc. etc. Puis après, d'autres gens, mais voilà, qui sont aussi protégés par le secret des sources. Donc voilà, mais c'est 50, à peu près une 50aine d'entretiens. Donc c'est très long parce que voilà, il faut encore une fois prendre le temps, vérifier, savoir de quoi on parle. Souvent les gens. En plus, il y a une grande ignorance souvent sur les questions des violences sexuelles, donc ils ne savent pas forcément bien nommer les choses. Même il y a plein de moments où c'est des zones grises, des éléments compliqués, parce que les gens vivent les choses de façon différente, même d'une femme à l'autre, peuvent recevoir très différemment une attitude, la même attitude peut être reçue de façon très différente d'une femme à une autre. Et donc voilà, tout ça c'est très long. Et c'est exactement ce qui s'est passé, par exemple, au moment de l'affaire Baupin, on a des alertes sur un autre député qui s'appelle Jean Lassalle. À ce moment-là, il se passe exactement la même chose que pour l'affaire Baupin, c'est-à-dire qu'on a des premiers témoignages où on n'arrive pas à aller plus loin, et donc on ne publie pas l'enquête. Et finalement, qu'on a pu publier grâce, après, dans l'effet de souffle de l'affaire Weinstein, parce qu'il y a eu des témoignages nouveaux à apparaître, et d'autres gens qui se sont dit, bon ok, je veux bien en parler finalement. Donc c'est pour ça que c'est très long. Merci Lénaïque.